les avantages et les inconvénients de bancarisation, la réforme qui est mise en œuvre actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo, et par les gouvernements Matata Mpuyo. D'abord, je vais commencer à vous situer d'abord dans les contextes des réformes. Aujourd'hui, c'est parmi les réformes qui ont été mises en œuvre depuis l'arrivée au pouvoir du président Kabila Joseph. Ces réformes, normalement, je vais vous dire ceci, où vous parlez de la bancarisation. Moi, j'aimerais qu'on élargisse la situation. La bancarisation fait partie des systèmes financiers. Alors aujourd'hui, on va traiter l'efficacité ou bien l'efficacité probable de cette réforme mise en œuvre depuis l'année passée. À mon avis, si j'ai une bonne mémoire, le gouvernement a commencé à payer ses personnels depuis l'an passé déjà, et puis ils sont tentés d'élargir ça dans toutes les régions, là où il y a l'infrastructure bancaire, ça peut permettre. Et aujourd'hui, le gouvernement demande aux entreprises privées de commencer aussi à payer ses personnels par moyen de virements bancaires, comme ça se passe aussi dans notre société ici en France, ou bien aux États-Unis, ou bien en Angleterre, en Allemagne, bref, dans d'autres sociétés plus développées que notre société congolaise. Bon, moi, je vais me situer d'abord du point de vue macroéconomiste, puisque je ne suis pas dans l'optique micro, dire qu'une catégorie de la population, quel est l'avantage par rapport aux fonctionnaires, vous, les gens du gouvernement, les banquiers qui sont avec vous, ils vont vous expliquer. Et ça, c'est parmi les objectifs immédiats du gouvernement, c'est-à-dire l'objectif immédiat, en d'autres termes, mais c'est réduire le nombre des personnels fictifs de la fonction publique qui faisait défaut depuis des années 80, depuis le régime de Mobutu. Et cet argent que les comptables publics se mettaient dans les poches, voilà. Moi, par contre, je voulais qu'on anticipe cette réforme, puisque c'est une grande réforme que moi je nomme, c'est une réforme en profondeur et non pas une réforme en surface. La réforme est en profondeur, pourquoi? Puisque si ça réussit, et ça arrive à terme et ça réussit, je vous dis sincèrement, le développement des systèmes financiers que cette réforme va entraîner va se constituer comme un déterminant fondamental, parmi les déterminants fondamentaux, le développement des systèmes financiers. Même dans mes travaux, je le démontre même, comment est-ce qu'un système financier peut participer à la croissance à long terme ou bien à la croissance endogène d'un pays. Et vous savez bien, la croissance, c'est le premier facteur de développement économique. Voilà. Je ne serai pas là pour vous énumérer par rapport aux objectifs du gouvernement qui dit ceci et cela diminuerait le niveau de détournement des fonds, qu'on peut appeler encore la prévarication des biens publics. Moi, je vais rester dans le cadre macroéconomique. Quels sont les probables, je dis bien, je prends dans les conditionnels. Je ne dis pas ici que ce sont le bénéfice direct de cette réforme. Je dis possible, c'est-à-dire les bénéfices que si la réforme est réussie, on pourrait arriver à ces résultats. Voilà. Premièrement, cette réforme permettra aux secteurs bancaires, c'est-à-dire aux banques privées, de développer leurs activités d'intermédiation. L'activité d'intermédiation, c'est quoi? C'est la mission principale de la banque. C'est-à-dire, la banque réunit dans une seule organisation les offreurs de monnaies qu'on appelle, les offreurs d'épargne qu'on appelle les ménages, c'est comme vous, c'est comme moi, et les demandeurs d'épargne qu'on appelle les entreprises. Il y a un taux entre le taux de dépôt et le taux de crédit. Alors, c'est une aubaine, c'est une occasion, vraiment, dans notre histoire de notre pays, si on se réfère bien à l'histoire économique de notre pays, c'est la deuxième fois cette mesure soit mise en œuvre. La première fois a été décidée par les gouvernements du régime colonial dans les années 20 et 30. Puisque avant, je vous rappelle, je ne vous enseigne pas l'économie, avant il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de salaire. Alors,
pour montrer, pour stabiliser les salariats qui étaient migrés, puisqu'à l'époque coloniale, les gens quittaient campagne et venaient dans les cités pour travailler. Après la saison, ils rentraient chez eux. Pour stabiliser les personnels, la main-d'œuvre, les entreprises, l'État colonial a fait qu'on crée les systèmes vraiment modernes, qu'on commence à payer des pays et on commence à payer par les banques et les gens ont ouvert les comptes bancaires. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je reviendrai pourquoi ce système a été détruit avant, puisque sous le régime de Mobutu, bien après. Cette réforme va permettre aux banques de développer, et cette activité était quasi inexistante dans notre pays, et que l'épargne des ménages soit donnée à l'épargne, pas donnée, soit allouée à les investissements des entreprises. Ça, c'est un. Deuxième avantage. Deuxième avantage, qui est conséquence de l'intermédiation, les banques, les systèmes bancaires vont avoir l'efficacité. Et lorsque le système bancaire va être efficace, va accroître les systèmes financiers. Si vous me comprenez bien, le système bancaire fait partie des systèmes financiers. Les systèmes financiers, c'est parmi les déterminants fondamentaux de la croissance économique. La croissance économique, c'est le premier facteur même du développement économique. Troisième effet, les populations qui vont ouvrir les comptes bancaires, qu'est-ce qu'ils vont bénéficier de cette réforme? Nous, on a grandi sans compte chez nous. Aujourd'hui, si vous détenez un compte, ça épargne d'abord la population d'aller faire les démarches pour ouvrir les comptes dans les banques. On demande les papiers, domiciliation, où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez. Et non, l'État, qu'est-ce que l'État a fait? Il envoie directement votre argent dans un compte, dans une banque. En d'autres fins d'office, vous devenez client de cette banque. C'est un avantage, ça diminue le temps d'aller se pointer et chercher la banque. L'information, c'est un coût. Et la conséquence de l'autre côté des banquiers, ça diminue aussi les coûts des banquiers. Allez faire des campagnes pour chercher les clients. Ça vous évite de faire la publicité. Et la publicité, ça a un coût dans une entreprise, puisque la banque, c'est une entreprise comme toute autre. Bien que c'est une industrie particulière, j'y reviendrai pourquoi. C'est une industrie particulière par rapport à d'autres industries. Alors, cela permettra de faire quoi? Cela permettra à long terme à diversifier l'économie, puisque sans doute vous connaissez notre économie et elle est spécialement basée sur l'exploitation ou la production des ressources naturelles. Voilà, on le sait, et puis il y a des papiers, tant de papiers, et moi j'en ai beaucoup de papiers, j'en ai beaucoup écrit, pour vous montrer les liens entre le sous-développement probable et l'exploitation des ressources naturelles qu'on appelle la théorie des syndromes hollandais. Voilà. Bon. Ça permettra à la diversification de l'économie. Diversification de l'économie, c'est quoi? Lorsque les secteurs des ressources naturelles sera en baisse, par exemple, ce qu'on a connu tout au long du régime de Mobutu, et la baisse des cuivres, notre matière première principale qu'on produit, c'est les cuivres. Lorsque les prix des cuivres ont commencé à baisser dans les années 70, c'est là qu'on a commencé, on a vu les premiers signaux de faiblesse de notre économie, puisque nos finances publiques dépendaient et continuent toujours à dépendre aux ressources naturelles, en particulier les cuivres. Lorsque les prix des cuivres baissent, l'autre secteur qu'on appelle le secteur manufacturier va prendre le relais. Les activités manufacturières, les activités des services, ces secteurs hors ressources naturelles, c'est la contrepartie ou bien la partie complémentaire des ressources naturelles. Moi, je ne suis pas parmi les économistes qui disent que les ressources naturelles sont le facteur des sous-développement. Non, je suis parmi les gens qui disent et qui écrivent que les ressources naturelles, c'est une bénédiction et que nous, on est parmi les rares pays qui détiennent, qui ont cette bénédiction. En fait, lorsque le prix des matières premières est en baisse, ce ne sont pas nous, ce ne sont pas les États tributaires des ressources naturelles qui fixent le prix des ressources naturelles. Ça se fixe au marché mondial.
notre principale ressource naturelle, c'est quoi? C'est les cuivres, qu'on se le dise. Bien sûr, on a vu dans les années 90, les cuivres commençaient, on ne produisait plus, quasiment plus les cuivres. C'est la ressource naturelle diamant qui a pris le relais à la place des cuivres. Voilà. Lorsque les prix des cuivres ont commencé à baisser dans les années 70, on a vu notre économie est tombée en récession. Si notre économie était bien diversifiée à cette époque, si l'autre secteur devait prendre les relais à la baisse des ressources naturelles, les rentes issues des ressources naturelles, eh bien, la réforme actuelle pourrait probablement, à long terme, contribuer à la diversification. Pourquoi? C'est puisque les entreprises auront la capacité de prendre, de contracter les crédits auprès des banques, et ils vont innover, qu'on appelle les innovateurs, la théorie des Schumpeter. Ils vont prendre le risque d'innover. En innovant, ils vont chercher à embaucher. Lorsqu'on embauche, les gens, le chômage va baisser, puisqu'on connaît les fléaux aujourd'hui chez nous, c'est le chômage de masse. Ce chômage de masse va faire quoi? Va diminuer, et lorsque le chômage diminue, c'est la contrepartie du chômage, d'embauche, c'est quoi? C'est les recettes publiques qui augmentent. Et l'État va s'approprier ces recettes publiques, investir dans l'investissement productif. C'est ce que le gouvernement Matata est tenté de faire aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, il y a des faits qui sont là. Il y a des faits qui sont là. On montre que ces gouvernements investissent dans la route. Ces régimes de Kabila investissent dans la route. Mais nous, on a grandi. Il n'y avait pas de routes, quasiment pas de routes à l'époque de Mobutu, qu'on se le dise. Tout ce que le régime colonial nous a légué. Et là, je vous renvoie mes papiers. Et le dernier papier que je publie, c'est quoi? L'économie politique pendant la guerre froide. J'ai montré la collision entre les administrations américaines et Mobutu, et qui a permis à Mobutu de profiter de cette situation internationale, de dilapider ou bien de prévaricater, de détourner des ressources publiques. Voilà, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Voilà, je disais ceci. La conséquence profonde de cette réforme permettra aux entreprises d'investir dans les activités productives. Ces entreprises productives vont augmenter à long terme la productivité totale des facteurs. Parmi les sources fondamentales de la croissance, c'est prouvé partout, c'est la productivité. Et aujourd'hui, je vous parle, la productivité congolaise, elle est basse. J'ai une étude que j'ai faite de 1920 en 2000. On n'a jamais dépassé 1% de productivité, un niveau de zéro. On n'a jamais dépassé le niveau de zéro. On est toujours de moins la productivité de notre pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2000, un Congolais travaillait même niveau un Congolais de 1920. Cette réforme, je vous dis, va permettre à l'autorité monétaire de contrôler la masse monétaire. Voilà, ça lui facilitera la lutte contre l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation se situe aux environs de 3%, 2, quelque chose de %. C'est une bonne chose. Pourquoi? C'est un instrument déjà macroéconomique que le gouvernement peut se servir pour accroître le développement. Parce qu'à 2%, c'est basse, ça bloque la croissance. Ça, c'est notre débat. Lorsque le système financier est efficace, il y a des preuves empiriques qui ont montré que l'efficacité d'un pays ne provient pas seulement des échanges extérieurs ou bien d'ouverture commerciale. Il y a d'autres efficacités de l'économie qui peuvent provenir des systèmes institutionnels du pays. Et c'est ces systèmes institutionnels, parmi les systèmes institutionnels, c'est l'institution, la bancarisation. Cette bancarisation va permettre à un citoyen lambda congolais, un jour, d'être propriétaire de la maison sans pourtant
débourser les espèces. Pour chez nous, comment on achète des maisons? Moi, ma première maison que je l'ai achetée, c'est quoi? On a pris l'argent, j'ai amené ma grande sœur, amené les sacs d'argent comme ça, on prenait des risques. On allait même nous prendre chez les BCRS pour nous arracher l'argent. On connaît le phénomène des BCRS à cette époque. C'est quoi? On peut vous arracher l'argent en route. Aujourd'hui, si vous détenez votre argent, par exemple 1 million de francs congolais au pays, dans un compte bancaire, vous n'êtes pas obligé de se promener avec ces millions. Et si vous détenez par exemple 10 millions, votre banquier, et là je parle directement aux banquiers privés qui m'écoutent. Je ne sais pas s'ils m'écoutent bien. Écoutez-moi bien les banquiers. Je ne suis pas là pour, vraiment avec l'humilité, je ne suis pas là pour enseigner l'économie. Peut-être vous connaissez plus que moi. Un simple chercheur qui vous dit, c'est moi qui vous parle. Messieurs les banquiers, messieurs les managers, vous avez la chance que ce gouvernement Matata Mpuyo vous offre. Vous allez me dire, quelle est la chance? Vous allez me dire, non, ce n'est pas une chance, puisque les gens, quand on vire l'argent, les gens retirent leur argent. Non, c'est maintenant. Vous allez montrer que vous avez la capacité de manager les gens. Embauchez les gens qui vont dire aux gens, quand ils viennent chercher l'argent, vous mettez dans un bureau, vous mettez monsieur, c'est comme ça aussi on fait. Pourquoi non nous solliciter pour acheter des maisons, des appartements en France? C'est quoi? Vous êtes jeune, vous avez moins de 40 ans, c'est une aubaine, c'est une possibilité, c'est un client vraiment, une cible pour une banque. Vous le proposez, les produits, il faut créer, je ne vous donne pas des leçons, vous connaissez ça bien, je ne vous donne pas des leçons de l'économie, c'est seulement, c'est une opportunité pour vous d'octroyer des crédits à n'importe quel agent économique. C'est non seulement les entrepreneurs que moi, je suis le défenseur des entrepreneurs privés. Non, même les particuliers, vous pouvez les proposer les produits financiers. Monsieur, vous pouvez mettre votre argent épargne salariale à côté. Vous pouvez mettre votre argent de côté, qu'on appelle l'assurance vie. Et lorsque vous arrivez à terme de votre vie, votre famille, votre femme, vos enfants vont bénéficier de l'assurance vie. Vous pouvez proposer des produits, par exemple, des produits d'épargne et logement. Vous proposez au dire, monsieur, vous avez 1 million de francs congolais au compte. Nous vous demandons de ne pas toucher cet argent, mais nous, on vous accorde un crédit de 80 000 $. 80 000 $, c'est quoi? Vous pouvez acheter une maison à Bandal, à Barumbu. Vous pouvez acheter une maison à Massina. Quelqu'un qui était locataire, on vous propose d'acquérir, puisque, par exemple, un fonctionnaire, il n'y a pas de risque d'être débauché. Un fonctionnaire, quelqu'un qui est fonctionnaire, il y a un statut qui le protège, qu'il est fonctionnaire, il mourra fonctionnaire. C'est-à-dire, vraiment, je ne comprends pas. Si moi, j'avais cette opportunité, j'avais tapé les mains et je félicite ce gouvernement. Vous allez manager, vous allez marchander avec les fonctionnaires. Il y en a des millions. Imaginez-vous, vous accordez des crédits à des millions de fonctionnaires. Quel est l'intérêt? Vous avez les marges bénéficiaires énormes. C'est une opportunité que jamais vue, même à l'époque coloniale. Cette opportunité n'était pas offerte aux entreprises, aux banques. Je vous dis, je vous rassure, je ne vous enseigne pas l'économie et je ne vous conseille pas, sauf que je donne l'idée, en tant qu'un simple chercheur, comment est-ce que vous pouvez accroître, participer et faire réussir cette réforme. Voilà, c'est-à-dire... Vous amenez, je vous donne un conseil simple. Si vous ne voulez pas embaucher les gens dans les contrats indéterminés, c'est simple. Vous savez, bientôt, ce sont les vacances. Allez dans les facs, à l'Inikini, allez à Nilou, à l'université de Lumbashi, à l'université de Kinshasa, à l'université de Kalima, à l'université de Kindu, à l'université de Bukavu. Vous prenez les gens, les étudiants qui sont en licence, ils ne vont pas refuser. Et vous embauchez même CDD, c'est-à-dire contrat direct déterminé de 2 mois, d'1 mois seulement. Ces gens vont prendre avec vos papiers, vous écrivez un questionnaire, une fiche, comment est-ce qu'on peut recruter. On traque ça, ce n'est pas déloyal et ce n'est pas interdit. Vous partez dans les administrations, là où les fonctionnaires mangent à côté des arbres. Je vois encore ça, comment est-ce que les fonctionnaires mangeaient les trucs et là on nous vendait des papiers. Vous marchandez, les gens vont dire, mais si, il y a ceci. Telle entreprise peut vous construire ceci, il y a ceci, il y a telle offre de logement, il y a tel logement, on peut vous octroyer le crédit. Voilà ce que je vous demande. C'est simple. C'est simple, messieurs les banquiers. Bien sûr.
Revenons maintenant, j'ai énuméré un peu pour résumer les avantages. Premier avantage, ça permet la sécurisation. Les gens qui étaient payés par les espèces, ils ne vont plus avoir couru les risques d'être braqués ou bien anarqués par les faux policiers. Ça donne la possibilité aux agents économiques d'être propriétaires de leur logement. Ça donne surtout et surtout ça, la possibilité des entreprises d'avoir l'épargne pour investir dans les investissements productifs. Ça donne la possibilité aux managers banquiers, des banques d'accroître les activités d'intermédiation. Mais cela étant, est-ce que, posons-nous la question, est-ce que ce que je viens d'énumérer, c'est ce qui se passe au pays? À mon avis, non. À mon avis, non. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer ça. D'abord, au sein du gouvernement, des ministères, les perdants de cette réforme, c'est qui? Ce sont les comptables publics. Ça, il faut m'écouter bien. Les perdants de cette réforme, ils se connaissent avec les conseils de tous les ministres. Et je fais allusion au ministre de l'Emploi, Bahati Lukebo. C'est lui le ministre de l'Emploi. Modeste Bahati Lukebo. Voilà. Je le vois. Il était président de la société civile quand j'étais encore petit, 18 ans, voilà, la conférence, voilà, à Kinshasa. Bon, ce ministre, il est économiste. Il a fait les études d'économie. Oui, je me souviens. Au sein de ces ministères, puisque ces ministres aujourd'hui demandent que les entreprises privées puissent commencer à payer leur personnel par les moyens des virements bancaires. Il y a un développement des banques, des créations de banques aujourd'hui. Je vous demande de grâce, monsieur le banquier central, ce que vous aviez fait, la déréglementation ou bien l'ouverture des systèmes financiers au secteur privé, ce que vous aviez fait, c'est trop déjà. Je vais vous donner les indices. Je vais vous donner les indices puisque il y a des indices que je peux vous montrer. Allez dans la base de données de Banque mondiale, la rubrique, la base de données Banque mondiale. Je pense que vous détenez sur ces indices auprès de la Banque centrale. Vous prenez seulement l'indice des concentrations bancaires. C'est-à-dire, vous prenez les 3 grandes banques congolaises et vous faites les ratios des avoirs, des actifs de ces 3 grandes banques congolaises par rapport à la totalité des actifs de toutes les banques privées. Et là, vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, avec les statistiques de la Banque centrale, on est à 58%. Là, je parle en 2011. D'accord? En 2011, on était en 58%. Alors qu'en 1997, c'est pas loin, on était à 100% de concentration bancaire. Je reviendrai pourquoi on était arrivé à 100% de concentration bancaire. C'est une défaillance de la confiance des secteurs financiers, des secteurs bancaires, qui est issu ici du régime de Mobutu. On reviendra après, parmi les conséquences. Et je vous dis ceci, on ne peut pas, depuis que le Kabila est arrivé au pouvoir, disons-le, à la suite de la mort de son papa, de 2002-2003 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2011, la croissance des déréglementations est environ de 42%. Vous imaginez? On était à 100%, on arrive à 58%. 42% la moyenne, c'est-à-dire par an, on dérégularise les secteurs bancaires à 3%. Non, vous êtes parti trop vite. Vous aviez détruit les emplois. Je vous dis sincèrement, vous aviez détruit la possibilité de la croissance. Pourquoi vous aviez détruit la possibilité de la croissance? Je m'explique. Eh bien, quand vous comparez les taux le taux de concentration de la Suisse, aujourd'hui, la Suisse, son taux de concentration, tous les chiffres que je vous dis, vous allez vous vérifier, même dans vos comptes, vous avez ça. Vous avez la base de données, puisque moi, c'est que moi je détiens d'ailleurs. Moi, je me sers à la base de données que moi, mon institution, mon organisation, l'Université Paris 1, travaille avec la Banque mondiale et toutes les organisations qu'on nous donne les chiffres.
la Suisse est aux environs de 78% de concentration. L'Afrique du Sud a 100% de concentration. Le Botswana, quand je reviendrai, puisque le Botswana, c'est l'économie qu'on peut comparer avec notre économie, puisqu'ils sont tous tributaires des ressources naturelles. Le Botswana, qui était en 1997 au même niveau de concentration bancaire que la RDC, non, en 1997, le Botswana était à 34%. Aujourd'hui, le Botswana, ça s'élève à 70%. Plus que même la Botswana, la concentration bancaire. L'Afrique du Sud, qui était à 100%, et demeure toujours aujourd'hui à 100%. Les États-Unis, aux environs moins de 50%, puisqu'il a c'est un État qui a la possibilité de contrôler. Nous, on n'a pas ces moyens, on n'a pas cette capacité de contrôler des régularisations efficaces, vous connaissez. On est aux environs, on est proche de la France, imaginez-vous. On est proche de l'Angleterre, imaginez-vous. L'Angleterre qui est le bastion de l'industrie financière. Non, vous aviez détruit le jugement de croissance. Je vous dis de grâce, vous vous limitez là-bas. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des preuves empiriques et des faits même. On va parler économie entre nous. Vous êtes des économistes. Dans ce monde, il y a deux types de systèmes financiers. Caractérisé bancaire et système financier caractérisé marché. Le système financier, il s'est avéré qu'il y a des faits et des études empiriques qui ont prouvé. Les systèmes caractérisés bancaires du type allemand, France, qui est banque universelle, Japon, les systèmes financiers japonais, les systèmes financiers allemands, c'est parmi les systèmes financiers plus efficaces au monde. Aujourd'hui, l'Allemagne c'est la première puissance économique européenne. Pourquoi? C'est suite à ces systèmes bancaires caractérisés. Banque qui a permis les banques, et j'ai fait encore appel aux banquiers privés, vous pouvez même participer à la création des entreprises. Vous pouvez même participer à des comités d'entreprise. Puisque quand vous donnez les crédits, par exemple, à un monsieur que je connais bien, le PDG Dieudonné Kansebo, vous octroyez un crédit de 3 millions, de 3 milliards ou 3 millions de francs congolais. Vous pouvez vous demander, nous, on vous octroie ces crédits, mais nous vous demandons, nous vous obligeons d'être parmi des délégués, parmi nos personnels, comme les membres des comités centrales, les comités de votre entreprise. Et c'est comme ça, l'économie allemande est puissante aujourd'hui. Ça, c'est le système type caractérisation bancaire. Il y a d'autres systèmes. Le système caractérisé marché, c'est le système du type anglo-saxon. C'est ce qui se passe en Angleterre. Vous savez les limites de la croissance de l'économie anglaise aujourd'hui. Et l'économie anglaise n'est pas une économie industrialisée. C'est une économie qui est basée sur l'industrie financière. Et si on a la crise aujourd'hui, la crise vient aujourd'hui, la crise mondiale aujourd'hui, vient des systèmes financiers marchés. Puisque si on ne parvient pas à limiter cette dérégulation, on va arriver à un système financier débridé. Je vous donne seulement un exemple. Je ne compare pas la RDC, qui est pays en voie de développement. Je ne peux pas comparer avec la France, avec les États-Unis ou bien l'Allemagne. Mais cela ne peut pas nous permettre aussi, nous empêcher aussi de comparer ce qui a été reçu, qui a été un exemple efficace du point de vue macroéconomique international. Je vous dis ceci. Le même processus que vous êtes en train de mettre en place a été déjà testé au sein des pays, des économies émergentes. Je vous cite seulement, et je pense bien le ministre de l'économie, c'est ça, puisque j'ai déjà lu l'un de ses papiers quand j'étais encore en master en 2006, je pense qu'il sait ça, la crise de la Corée du Sud. C'est suite à ça. Si vous poussez au fond à la dérégularisation financière, vous détruisez l'efficacité des banques. Il est prouvé mondialement que lorsque les banques sont en cartel, lorsque les banques sont grandes, c'est là où le système financier est efficace. Voilà ce que je veux vous dire. On est au 58%. Allez consulter même avec vos statistiques prof, vous allez voir. Prenez seulement 3 grandes banques congolaises et vous voyez les ratios avec l'ensemble des banques privées, tous les grandes banques privées, vous comparez, vous verrez qu'on est allé très vite et trop loin. Ça risque
de détruire, d'anéantir les résultats de cette réforme. Voilà l'inconvénient principal. L'autre inconvénient, je reviens. L'autre inconvénient, qui sont les producteurs, les auteurs de cette réforme? Sans doute, les conseillers des ministres, des différents ministres. Ces conseillers des différents ministres. Il peut y avoir des pantouflages. Et ça, je demande aux parlementaires de tenir bon, de vérifier ça, de monter même une commission d'enquête sur ça. Regardez qui sont aujourd'hui et qui étaient aujourd'hui au gouvernement précédent, qu'on appelle le gouvernement Mouzito, qui était, puisque cette réforme a été aussi initiée par le gouvernement précédent, dont le Premier ministre actuel, Matata Mpoyo, fut le ministre des Finances. Et je le félicite même la façon dont il fait la continuité des réformes. Alors ça, c'est encourageant. C'est encourageant, si on va discuter un jour sur ces points, vraiment, c'est encourageant, puisqu'il n'y a pas de rupture, il y a la continuité des réformes. Et ça, c'est un gage. C'est là, on n'a pas vu ça à l'époque de Mobutu. Lorsque Mobutu changeait, Mabi Mulumba aujourd'hui, le lendemain, ça devient Nguza, le lendemain, ça devient Kengo, et lorsque le Premier ministre arrive, tout commence à zéro. On a vu ça. Mais aujourd'hui, ce Premier ministre, il était inconnu de la population. Ce Premier ministre, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Je ne le connais pas, mais je dis, attends, s'il faut encourager les gens, ce sont les gens encouragés. Il a pris les mêmes réformes. Les mêmes réformes. Il a continué avec les mêmes réformes. Bien sûr, il a fait que la plupart des réformes qu'il a mises en œuvre, les réformes macroéconomiques, les réformes financières, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, quand vous lisez ces discours de Nouvel An, il parle aujourd'hui de la diversification, il parle aujourd'hui des investissements considérables dans les infrastructures. C'est encourageant. Ce que nous demandons aux gens, même aux Congolais qui nous menacent ici, ils pensent que nous faisons, là, nous participons, nous sommes partis de ces gouvernements. Or, c'est rien. Moi, je suis un simple chercheur à l'université, mais s'il y a quelque chose à dire de vérité, il faut les féliciter. On ne peut pas s'erronner puisque, non, je ne suis pas ministre, je ne suis pas PDG, ni les bonnes choses qui sont en train de se passer. Aujourd'hui, il faut féliciter ces premiers ministres actuels. Quelqu'un qui engage la lutte contre la corruption, le fléau de notre pays. Et vous ne pouvez pas l'encourager. L'autre fait l'inconvénient de cette réforme. Pourquoi? Et je reviens à cet inconvénient. Parce que quelqu'un, il est, par hasard, c'est pas par hasard, il se peut que c'est un gars qui vient de l'Est. Et il se peut que quelqu'un qui l'a succédé, il était de Bandundu. Et lui, il vient de Maniema. Ses origines, ses parents viennent de Maniema. Parmi les gens qui étaient ces opposants de cette réforme aujourd'hui, puisqu'ils savent que les résultats vont être attribués à Matata Mpoyo, les gens qui vont combattre cette réforme, ce sont les anciens conseillers de l'autre gouvernement. Ils se liguent, puisqu'ils vont dire que la population va voir que c'est le Premier ministre actuel qui a mis en œuvre cette réforme. Au sein de ces conseillers, aujourd'hui, il risque des pantouflages, qu'on appelle en sciences politiques, les pantouflages. Les conseillers, puisqu'il est intelligent, c'est quelqu'un qui a fait les études longues, il est intelligent, voire entre guillemets, plus que les ministres. Qu'est-ce qu'il va anticiper? Il va dire, ah, ce gouvernement, je vois qu'il va changer. Il n'y a pas longtemps qu'on a voté la motion de censure contre le gouvernement Matata. Voilà, on suit les informations de loin. Un conseiller qui était à la manette de cette réforme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à entrer dans l'administration, ou bien dans les comités d'administration de ces banques qui sont tentés de proliférer comme des moutons qui sont en train de naître. Le fait que quelqu'un qui était à l'origine de la réforme se retrouve administrateur de la banque, c'est la continuité de la corruption. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui si on vit la crise mondiale aujourd'hui. Tous les gens qui étaient là, Global Sachs, aujourd'hui, ils se retrouvent aujourd'hui en politique. Vous savez c'est qui? Le directeur de la Banque centrale
de l'Union européenne. Il était dans la banque principale mondiale qui a fait faillite aux États-Unis. Il se retrouve aujourd'hui, c'est celui qui dirige la Banque centrale européenne. Vous vous rendez compte? Il devient politique aujourd'hui, alors qu'il était dans l'entreprise qui a fait faillite. Et on connaît les failles de ce système financier mondial. Aujourd'hui, ils peuvent avoir ces pantouflages. Même en France aujourd'hui, si vous suivez l'affaire Caïsac. Pourquoi? C'est parce que les gens qui font les réformes, ce sont les gens qui dirigent les ministres. Et ces gens-là, ils savent là où l'argent va partir. Ils peuvent changer. Aujourd'hui, les gens qui dirigent les banques françaises, quand vous regardez leur parcours, ils étaient d'abord les conseillers des ministres. Quand ils ont mené dans les années 80, fin 80-90, la privatisation des secteurs bancaires financiers français, ces gens-là, ils se sont convertis aux businessmen. C'est-à-dire, ils se sont convertis dans l'activité privée. Aujourd'hui, ces gens-là, ce sont des millionnaires, des milliardaires. Ils sont derrière, ce sont des PDG, les dirigeants des comités d'entreprise des banques. Voilà le pantouflage. Et ce risque-là est énorme chez nous. Ce risque-là est énorme. Et je fais appel à la population, indirectement auprès des députés, de mener des enquêtes. C'est ça le rôle d'un député. Le rôle des députés, ce n'est pas d'attendre des enveloppes que Kabila va vous donner. Non! Le rôle des députés, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au gouvernement, d'interroger le gouvernement, de traquer les conseillers des ministres. Ce sont eux qui vont faire échouer cette réforme. L'autre inconvénient, au début, je disais, les autorités monétaires et politiques sont allées plus vite et loin à la déréglementation des systèmes bancaires. L'inconvénient de cette mesure, c'est quoi? Je vais bien m'expliquer. Et aujourd'hui ça se voit même, il y a une multitude de banques qui sont tentées de se créer pour profiter des rentes et des situations que cette réforme a créées. Lorsqu'il y aura plusieurs banques sur les secteurs bancaires, ça va diminuer l'efficacité des banques. Pourquoi? Chaque banque va chercher à accroître ses taux. Et l'augmentation des taux, les prix, les loyers d'argent, ça a un effet négatif à la croissance économique. Et ça, ce n'est pas d'abord la croissance économique. L'effet négatif d'abord au sein des systèmes bancaires. Alors, ce que je demande aux banquiers privés, c'est le moment de constituer le lobby bancaire. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas contre la loi. Aussi, on voit des lobbies au Parlement français qui sont derrière, en haut des ministres. Ils suivent leurs intérêts. Vous suivez cet intérêt puisque l'industrie bancaire, l'industrie financière congolaise, elle est encore fragile. Il n'y en a pas, cette industrie financière. Ah, même ça, c'est la contradiction même de la réforme, des réformes que le gouvernement est en train de mettre. En même temps, ils ont mis ensemble en place cette bonne réforme que j'appelle une fois encore, la réforme en profondeur de la bancarisation des pays. Et en même temps, l'autorité bancaire, l'autorité monétaire a étalé très loin et très vite à la déréglementation. On va déréglementer quelque chose qui existe. Comment est-ce que vous allez ouvrir les marchés financiers alors qu'il n'y a pas un marché financier chez nous? C'est une contradiction. Cette contradiction, c'est un impact, c'est un inconvénient majeur de cette réforme. C'est-à-dire, lorsqu'il y a plusieurs banques, ils vont se faire concurrence. Et quand il y a concurrence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser la qualité des produits qu'ils ont offerts aux clients. Alors que s'ils étaient moins, c'est-à-dire des banques, des grandes banques, ils seront en mesure de lutter contre l'asymétrie d'information, puisque quelqu'un qui se pointe à la banque demander un crédit, on ne connaît pas d'où vient, est-ce que son activité est fictive? Alors s'il était puissant, il a les moyens alloués, il peut contrôler l'asymétrie d'information, l'information qu'il ne connaît pas, auprès des clients demandeurs d'emploi, c'est auprès d'entreprises qui demandent l'épargne. Alors, comme ils cherchent, ils sont nombreux, bah, n'importe quel s'est pointé dans n'importe quel guichet de la banque, on lui donne le crédit.
Et ça accroît quoi? Ça accroît quoi? Ça accroît le risque des faillites des banques. Et quand il y a une faillite de banque, les agents anticipent ça. Et je finirai par l'autre inconvénient, ça accroît le manque de confiance au système bancaire. Et cela me donne les points de revenir sur le système Mobutu. C'est ce qu'on a vu à l'époque de Mobutu. Le manque de confiance au système bancaire détruit les systèmes financiers. Qu'on se le dise, l'État colonial nous a légué quand même un système financier ou un système bancaire embryonnaire. Ce système bancaire n'a pas été développé. Pourquoi? C'est puisque aux différents épisodes d'évaluation de l'époque de Mobutu, moi je me souviens encore. Et quand on était à Kalima, chez nous, là où nos parents viennent, il y avait un seul point, puisque quand nous on est rentré à Kalima en provenance de Kinshasa, on était encore petit, puisque papa était chef politique. Alexis Tambouamamba dirigeait la société Someki jadis. Il y avait un seul point de banque. Après Ixita, il y avait l'agent de banque qui était là-bas, il a disparu, il n'y avait plus de personnel. Et la banque était fermée. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait plus des gens qui venaient déposer leur épargne aux banques. C'était la conséquence des détournements, des seigneuriages monétaires mis en œuvre par le système Mobutu, la mafia de Mobutu, pour détruire, pour escroquer l'épargne des ménages. On connaît tout ça. Il y a même l'actuel ministre de l'économie, Daniel Moukoko, il a écrit sur ça. Comment est-ce que les seigneuriages monétaires et caractéristiques des systèmes économiques du Congo. Voilà. Ce manque de confiance auprès des systèmes bancaires peut être les fruits aujourd'hui de cette réforme de prolifération. Ces mesures de Mobutu, d'évaluation, c'est quoi? C'est une inflation. C'est une taxe inflationniste. Alors, les gens, quand ils se sont rendus compte que leur avoir à banque ne valait plus rien, puisque quand ils laissaient ça 6 mois, 1 an, ça ne valait plus rien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commençaient à garder l'argent l'argent à la maison. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les banquiers privés qui peuvent me dire, peut-être qu'ils peuvent me répondre, non, puisque nous, on n'a pas cette opportunité, puisque les gens retirent leur argent dans les banques. Une fois la paye est virée, puis les gens viennent et se coster au guichet et retirer leur paye. Eh bien, non, je dirais, messieurs les banquiers, oui, c'est puisqu'ils retirent, puisqu'ils n'ont pas encore la confiance des systèmes bancaires. Ça, de l'histoire d'une société, de l'histoire d'une économie, dépend la croissance. C'est puisque dans nos esprits, on sait qu'à l'époque, à une époque, les gens ont perdu leurs avoirs bancaires. Puis c'est quoi les avoirs bancaires? C'est un contrat implicite qui est signé entre les déposants des fonds et les gestionnaires des fonds. Si je vois que je dépose mon argent et que je n'ai pas l'opportunité de venir se servir de mon argent à excitant à n'importe quel moment je vais faire quoi? Je préfère encore garder mon argent chez moi. Et c'est à vous, les banquiers, de dire aux gens, non, nous ne sommes plus à l'époque de Mobutu. À cette époque où les gens qui faisaient la politique pour s'enrichir. Aujourd'hui, quand même, il y a des signaux. Avec ces gouvernements Matata, ce n'est pas l'intérêt privé qui compte d'abord. Bien sûr, tout le monde n'est pas parfait. Ils ne sont pas parfaits. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Mais il y a des signes qui montrent que ces gouvernements travaillent pour l'intérêt commun. Aujourd'hui, c'est les messages. Si vous voulez, on peut participer à ces messages. De dire aux gens, laissez vos épargnes. Alors, le manque de confiance que les gens retirent leur argent, ça vient de l'histoire de notre pays, de notre économie. Et cette histoire découle des régimes Mobutu. Aujourd'hui, si les gens retirent leur argent, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance à la banque. C'est à vous, les banquiers, de créer cette confiance.
j'aimerais que s'il faut, je peux participer à cette campagne de mobilisation des gens, de montrer l'utilité à long terme. Ce n'est pas seulement les gens qui ont leur argent, ça diminue le nombre effectif de fraudeurs. Voilà. Oui, ça, ce sont des résultats immédiats, mais les résultats profonds, c'est ce que je viens d'énumérer, j'ai tenté d'énumérer sur la croissance économique à long terme.